Comme vous voulez. J'allais abandonner ce chemin. Mais du fond de mon cœur, une voix m'a dit, ma fille, ne t'arrête pas. John Bidoua, on démarre. Continue ta marche. Continue ta marche. Pas que dans ces chemins, tout te sera facile. On te haïra, on t'insultera, tu seras même rejeté. Lui-même notre sauveur, il est passé par là. Les hommes ont craché sur lui, les hommes l'ont même insulté. Il ne s'est pas arrêté, il a dit que ta volonté soit faite. Quand Dieu appelle le nom, il ne lui montre pas la vallée. Il lui dit seulement, tu porteras une couronne et tu vas t'asseoir avec moi sur mon trône. Tu auras bien une couronne. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Dossier de la rédaction. Dossier de la rédaction, une émission de la radio-télévision nationale congolaise. Et ce soir, nous allons vous parler d'un thème sur l'éducation. Vous savez que le domaine éducatif pose problème et c'est l'éducation qui permet à une nation de se développer. Mais cette éducation, c'est l'éducation à l'étranger, précisément aux États-Unis. C'est comme ça, notre thème s'intitule « Quid des études à l'étranger ou quid de la prise en charge des étudiants aux États-Unis ». Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Anjou Moukadi, un Congolais qui vit aux États-Unis, qui se soucie de ce frère congolais, surtout dans le domaine éducatif. Bonsoir Anjou Moukadi. Bonsoir Monsieur Guibez. Monsieur Anjou Moukadi, les téléspectateurs nous suivent, le Congolais nous suivent. Vous vivez aux États-Unis, vous êtes venu en République démocratique du Congo pour aborder cette question cruciale de l'éducation. Qui êtes-vous, si on veut savoir qui est Anjou Moukadi? Anjou Moukadi, je suis un compatriote congolais, comme vous venez de le souligner. J'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai quitté il y a 20 ans. Je suis parti de Kinshasa, où j'ai fini mes études secondaires. Et j'ai enchaîné à Boston, où j'ai étudié à l'Université de Massachusetts. J'ai exactement étudié les mathématiques, donc je suis licencié en mathématiques. Et j'ai suivi des formations en computer science, en fait, où j'ai aussi suivi une formation d'Oracle. Je suis programmeur aussi. Et je fais aussi du graphic design. Et en ce moment, je suis encore en train de reprendre mes études pour avoir ce qu'on appelle Art and Technology Degree. Donc, c'est un peu ça que je suis. Et j'ai aussi 15 ans d'expérience en marketing en général. J'ai exercé à Boston pour les 15 dernières années. Et pour les 5 dernières années, je suis précisément à Dallas. Et que faites-vous à Dallas? Que faites-vous exactement? Quel est votre secteur, le secteur dans lequel vous évoluez, où vous avez acquis beaucoup d'expérience? Vous avez fait les mathématiques, mais actuellement, que faites-vous aux États-Unis? Actuellement, je suis entrepreneur. Je suis dans le marketing exactement. J'ai une boîte marketing que je gère. Et bien sûr, il y a aussi l'initiative de Foreign Student Migration Service que nous avons démarré il y a presque une année maintenant, depuis septembre passé d'ailleurs, dans lequel j'œuvre activement, à part mes occupations de marketing. Avant d'aborder Foreign Service Migration Service, est-ce qu'il est facile d'étudier aux États-Unis? Et vous-même, quand vous êtes allé étudier, quand vous étudiez, quelles sont les difficultés que vous avez connues? Et puisque est-ce que cela vous a permis d'orienter les Congolais, ou c'est, on peut nous dire en large comme ça, ça va nous permettre d'entrer dans ce que vous faites dans le secteur éducatif? Tout à fait. En fait, c'est justement de mon expérience personnelle que nous avons voulu commencer quelque chose pour assister dans ce sens. Il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup d'étrangers qui viennent étudier aux États-Unis à cause de la qualité de l'éducation là-bas. Mais ce qui est vrai, c'est aussi le coût en fait des études, particulièrement aux États-Unis. C'est vrai que les États-Unis, c'est le meilleur endroit pour étudier aujourd'hui, c'est le top, mais aussi c'est le plus coûteux.
c'est coûteux non seulement pour les étrangers, mais pour les Américains aussi. N'empêche qu'ils mettent les moyens à côté, ils se préparent en conséquence et souvent ce n'est pas un problème. Je ne vous apprendrai rien si je vous dis par exemple que 90% des Américains ont leur diplôme en fait des humanités et plus de 60% des Américains ont un diplôme au moins graduat. Donc c'est quelque chose qu'ils prennent très au sérieux et donc les gens se préparent en conséquence. Maintenant, parlons des étudiants étrangers, de moi-même par exemple. Avant d'y arriver, quel est le système? Est-ce que c'est la prise en charge des parents ou c'est la bourse, le gouvernement qui prend en charge des plus méritants, les étudiants? Quel est le système? Le système, c'est un système méritoire, comme vous l'avez souligné, mais les Américains sont très créatifs en ce qui concerne comment s'occuper ou bien comment résoudre les problèmes. Au niveau de l'université, c'est un système qui est combiné entre l'aide du gouvernement, les parents eux-mêmes, donc il y a le tuition, donc le Minerval, il y a l'aide du gouvernement, mais il y a aussi d'autres facteurs tels que des dons ou bien même des philanthropes, des bourses, des fondations. C'est-à-dire ceux qui ont fini à Harvard vont peut-être donner un building pour que l'école continue de croître, de grandir. Et il y a aussi bien sûr des prêts de la banque, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent emprunter pour étudier. Donc c'est un grand investissement qui est pris très au sérieux. Donc c'est comme même si le coût est énorme, mais il y a quand même possibilité il y a quand même possibilité d'étudier, pas par des propres moyens, même des familles pauvres ou de démunis peuvent faire envoyer des enfants aux États. Tout à fait. À l'université, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est planifié. La plupart des Américains, dès votre naissance, vous avez déjà un compte en banque. Et ce compte en banque, généralement, c'est pour renforcer votre éducation, parce que si vous avez des ambitions, vous savez que vous allez devenir docteur, ou peut-être votre parent sait que vous allez devenir docteur ou a des ambitions pour vous, il va déjà se préparer en conséquence de cause. Et d'ailleurs, la plupart des entreprises américaines, quand vous travaillez, que vous atteignez un certain niveau, on participe aussi à l'éducation des enfants. Donc si vous avez déjà un compte ouvert, ils vont aussi contribuer dans ce compte. Tout ça pour garantir que quand l'enfant atteint l'âge de l'université, il y a tous les moyens qui sont mis en place. Et à part cela, il y a aussi les enfants eux-mêmes qui peuvent travailler à côté au même moment qu'ils vont à l'école. Oui, donc tout ça, pour étudiants. Voilà, il y a des jobs pour étudiants. Donc ils le prennent très au sérieux. Et beaucoup d'étudiants, comme vous avez mentionné, des familles pauvres, tout le monde n'est pas toujours en mesure d'ouvrir un compte quand l'enfant est né. Donc les enfants se préparent en conséquence de cause. Dès qu'ils ont l'âge de travailler, 15-16 ans, ils commencent déjà des petits jobs et épargner pour justement commencer l'école, l'université dans les meilleures conditions. Et il y a aussi, bien sûr, à cause du système méritoire, cet aspect-là où on peut déjà vous retenir quand vous êtes en secondaire. Et vous octroyez déjà des bourses. Et à part cela, il y a aussi le sport qui est utilisé pour justement engager les jeunes à travailler dur pour avoir les opportunités à l'université. Vous savez, on peut être doué physiquement, avoir une qualité sportive qui peut vous aider à être pris dans une université qui va supporter, qui va prendre en charge toutes vos études à l'université justement. Donc vous êtes étudiant, mais l'université vous prend en charge. Voilà. À travers vos performances. À cause de vos performances. C'est le cas peut-être de ce que Mutombo dit Kembe, le cas Exactement. C'est-à-dire que quand vous avez des mérites, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, il y a des possibilités que quelqu'un vous prenne en charge à cause de votre contribution physique ou à l'émancipation de la culture, ou à l'émancipation des sports dans les écoles. Vous êtes un héros en fait. Ils sont célébrés là-bas, les universitaires qui jouent soit au football américain ou au basketball, nous les connaissons tous. Donc la plupart d'entre eux ont reçu leur éducation à cause de leur prouesse physique. Cela, vous êtes aux États-Unis, vous étudiez, vous terminez, vous êtes dans le marché d'emploi, vous constatez que les Africains, précisément les Congolais, ont des difficultés d'intégration ou d'étudier, et vous avez une idée, c'est de créer Foreign Student Migration Service. Absolument. D'où vous est venue cette idée? Et d'abord, c'est quoi? Foreign Student Migration Service, c'est un ONG, c'est une organisation sans but lucratif, non gouvernementale, qui a débuté justement à cause des difficultés que rencontrent la plupart des étudiants étrangers aux États-Unis, particulièrement les francophones, surtout ceux de la RDC. Le problème est que généralement, au milieu de leurs études, ces jeunes arrêtent pour plusieurs raisons. Il y a premièrement des raisons financières, il y a des raisons de connaissances, des raisons de culture, manque d'information. Il y a aussi des raisons personnelles à cause de la distraction. On fait des erreurs, on est jeune, on n'est pas encadré, nous ne sommes pas suivis et on finit par perdre
son statut d'étudiant. Et quand vous perdez le statut d'étudiant, vous allez traîner à gauche, à droite sans aller aux études. Ce n'est pas toujours de leur faute, mais le fait est qu'il y a plus de 50% des Congolais, par exemple, qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas fini leurs études. Ça devient très difficile, en fait, en ce moment-là, de rentrer à l'école. Et vous allez finir par perdre 5, 10 ans et ne pas aller à l'école et faire des petits jobs et ne pas être en mesure de rentrer chez vous parce que vous pensez qu'il y a toujours une chance. Donc, c'est un problème sérieux que nous avons essayé de résoudre à ce niveau-là en créant une structure. Pourquoi nous avons dû créer cette structure? Parce qu'elle n'existe pas chez les Américains. On le comprend aussi parce qu'ils ne vont pas arrêter d'octroyer leurs cours parce qu'il y a un Congolais qui ne vient pas à l'école ou bien qui n'est pas bien intégré ou qui ne comprend pas. Donc, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Donc, oui. Voilà. Donc, nous avons pris la décision de créer une structure qui va assister. Et c'est au travers des conseils, c'est au travers des recherches de solutions pratiques pour les réintégrer et pour qu'ils recommencent l'école et qu'ils avancent. Mais ce n'était pas assez par rapport à nous parce que nous voulions que cette histoire arrête. Donc, nous avons décidé de remonter à la source. La source, ça veut dire venir jusqu'ici et donner une bonne orientation à ces jeunes qui ont l'ambition d'aller étudier à l'université aux États-Unis. Donc, comme option, ce n'est pas tout le monde qui va y aller, bien sûr, mais pour ceux qui voudraient bien y aller, qui en ont les moyens, nous avons décidé de leur donner, en fait, tout ce qui est nécessaire pour avoir un bon départ aux États-Unis, une bonne orientation, un bon choix d'école, un bon choix de programme qui est relatif aussi aux besoins de son pays d'origine, de sorte qu'il soit actif immédiatement quand il finit ses études et qu'il se retrouve le plus vite possible. Donc c'est notre démarche, c'est un peu ça la mission, c'est un peu ça l'origine de Foreign Student Migration Services. Vous avez dit que c'est depuis pratiquement un an. Ouais. Quels sont déjà vos prouesses par rapport à vos objectifs? Quels sont déjà les quelques objectifs escomptés par rapport à ce que vous vous êtes donné? Est-ce que, parce que je vois votre fascicule ici, j'ai essayé de lire, tout pour étudier aux États-Unis, au Canada. Dites-nous ce que vous avez déjà fait. Premièrement, comme je vous ai dit, nous avons pris le temps de créer cette structure. C'est vrai que la structure, je parle de la structure officielle, depuis près d'une année, mais c'est depuis longtemps que nous travaillons dans ce cadre. Donc, nous avons des associations, nous avons des partenaires avec d'autres communautés, des communautés ivoiriennes, communautés congolaises. Nous débattons de la situation des étudiants, nous aidons ceux que nous pouvons aider. Mais ce n'était pas suffisant, c'est pour ça que nous avons dû mettre en place une structure solide, reconnue, et qui aura toutes les ambitions qu'on peut imaginer à une structure de la sorte pour qu'on puisse aller le plus loin possible. Et pourquoi pas avoir des soutiens ici et là, soit d'un gouvernement américain ou même d'un gouvernement congolais, parce que c'est un problème réel. Ouais. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé la structure proprement dite. Mais le nombre de gens que nous avons assistés... En tant qu'institution officielle, quand même une douzaine de personnes déjà sont passées par ce créneau-là pour aller étudier aux États-Unis. Mais en tant qu'association, en tant que mouvement, nous avons en tout cas aidé des centaines de personnes à se mettre sur le droit chemin, à rentrer à l'école et à continuer leurs études et à avoir du succès dans les études. Là, c'est sur place aux États-Unis. Parce voilà. que nous allons parler de ce que vous faites ici. Avant d'aborder la question de qu'est-ce qu'il faut faire et ce que vous faites. Vous avez parlé de contact avec le gouvernement américain. Cela me pousse à vous demander, vous avez quelle crédibilité vis-à-vis des autorités américaines, du gouvernement américain, vis-à-vis du gouvernement congolais, parce que c'est quand même une charge. Vous voulez aider les Africains congolais à aller étudier aux États-Unis. Vous avez dit, ça coûte un parent qui veut vous confier ses enfants pour aller aux États-Unis. Ces parents-là doivent avoir des assurances, une confiance. Êtes-vous crédible? Qu'est-ce qui nous rassure que votre association ONG est crédible? Ce qui peut rassurer en fait les parents que nous sommes crédibles, c'est premièrement l'expérience que nous avons eue avec ceux qui ont voyagé avec nous déjà. Il y en a une douzaine, comme j'ai dit, qui sont en train d'étudier dans les meilleures conditions et qui sont bien orientés et qui sont vraiment... je dirais, sur pointe de l'horaire par rapport à ce qui a été programmé pour eux. Donc ça se passe très bien pour eux. On ne peut pas donner leur nom non plus. Donc non, c'est quelque pas chose... les noms, mais nous sommes dans voilà. les fondamentaux. C'est-à-dire tout que oui, la crédibilité, le gouvernement américain vous fait confiance. Voilà. Et donc, parce que là, vous parlez de visas. Tout à fait. Vous n'êtes pas une ambassade, vous êtes non. Mais vous dites quand même que vous allez donner, vous faciliter. Comme ça, moi j'ai dit, avant d'arriver à ce genre de facilités que vous offrez,
quelle est votre crédibilité? Est-ce que le gouvernement américain vous connaît, ou là où vous êtes, connaît, vous avez une reconnaissance de l'État? Je vais parler du document qui vous permet d'évoluer calmement au Congo en RDC. Tout à fait. Vous avez des éléments ou des documents de l'État qui vous permettent d'évoluer librement et d'exercer votre travail sans crainte. Sans crainte, absolument. Ouais. Je comprends très bien le sens de la question. Donc, nous sommes bien enregistrés au niveau des États-Unis. Nous sommes exactement à Irving, Texas, où nous sommes enregistrés et reconnus par le gouvernement. Et nous travaillons, nous fonctionnons. Nous avons nos bureaux, nos structures qui fonctionnent, qui sont déjà en place depuis septembre passé. Et nous avons au moins 5 spécialistes qui sont des conseillers dans l'orientation de l'éducation qui travaillent avec nous déjà. Donc, il y a chacun à sa place. Nous avons toute une structure dont je vais peut-être avoir la chance de discuter qui s'appelle Aura. Donc, il y a chaque partie, chaque département qui fait son travail et qui le fait selon les normes. Et nous avons aussi des relations avec les universités sur place qui nous connaissent, que nous connaissons aussi. Et la même chose ici à Kinshasa, nous avons un bureau ici sur Willery et Livre à Gombe. Nous sommes enregistrés comme organisation non gouvernementale. Et en plus de cela, nous avons continué nos relations avec le gouvernement provincial pour avoir des accords, pour mieux les assister et pour qu'eux aussi sachent mieux sur nous et pour qu'ils nous assistent aussi et qu'on travaille en fait en collaboration. Donc là, de ce côté-là, il y a crédibilité et nous avons aussi une équipe à Kinshasa pour l'orientation des jeunes. Et nous avons aussi une école de langue qui donne des cours d'anglais pour préparer ses étudiants à l'orientation, qui est d'ailleurs une des difficultés par rapport à l'intégration aux États-Unis, le problème de langue. Donc nous avons, par recommandation de l'ambassade américaine, débuté un programme de cours d'anglais qui va faciliter aussi cette intégration. Donc de ce côté-là que je peux dire, oui, nous sommes crédibles et que nous sommes sérieux et que nous avons investi beaucoup pour avoir l'équipe et pour avoir les bureaux dont nous faisons, desquels nous faisons notre travail. Ouais. Si j'ai posé cette question, c'est parce qu'ici, on voit des organisations comme ça. Les uns amènent les étudiants en Inde, les autres en Chine, etc. C'est plein, c'est comme ça. Nous avons besoin de connaître et de dire aux téléspectateurs de la crédibilité. Ça, c'est très important. Avant d'aborder l'aspect sous les universités, là où vous orientez les étudiants congolais, africains, les matières ou le domaine, j'aimerais savoir quelle est la procédure. Vous êtes à Kinshasa, mon petit frère, mon fils termine ses études secondaires, il va aller aux États-Unis. Qu'est-ce que je dois faire? Merci pour la question encore. Et je viens vers vous. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce qu'un parent qui nous suit peut faire, va faire, et comment rassurer que telle démarche va aboutir? Quelles sont les procédures et tout qu'est-ce qu'il faut? Bien, merci encore, M. Guy Blaise. Une très bonne question. En fait, c'est ça même le centre du travail que nous sommes en train de faire à Kinshasa. La première des choses que nous faisons quand un parent vient, c'est de savoir en fait quelle est la situation de l'enfant. Est-ce qu'il étudie? Est-ce qu'il a des activités? S'il a par exemple chômé pendant 2 ans, il faudra qu'on sache un petit peu comment ça se passe et comment ils peuvent justifier ça, parce que c'est important. Donc nous avons précisé aux parents que nous ne sommes pas une agence de voyage, mais bien une agence d'orientation vers les études aux États-Unis. C'est très important. C'est là justement la différence. Voilà. Il faut vraiment que cette différence soit très très bien établie, parce qu'il faut mettre la différence entre une agence de voyage et une agence ou une ONG d'orientation d'études. Voilà. Merci, je vous laisse continuer. Donc voilà, donc nous avons mis en place un programme qui s'appelle LORA. LORA qui en sigle veut dire orientation, représentation et accompagnement. Orientation, dans les détails, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand un parent arrive, comme vous venez de décrire, notre première tâche, c'est de nous assurer avec le parent et l'étudiant pour discuter en fait de son programme d'études, de ses ambitions d'études. Voilà. Et à partir de là, nous saurons comment l'orienter par rapport à la réalité. C'est-à-dire que si vous voulez étudier l'économie, on doit être plus précis que dire l'économie. On va vous montrer en fait les différentes structures qui existent en économie pour les études. Et comment ça se passe exactement pour cette branche d'études que vous voulez suivre. Quels sont les avantages, les désavantages. On va mettre tout sur la table et en discuter en détail. Et ensuite, nous allons proposer des écoles en fait spécialisées dans ce que vous allez choisir. Donc on va faire quelques propositions qui auront lieu à voir avec vos moyens aussi, parce qu'on ne va pas tout proposer à tout le monde. Tout ne va peut-être pas marcher avec les moyens de chacun. Donc les propositions sont faites
au point de vue académique, ça veut dire que certaines écoles ne vous accepteront pas simplement parce que vous avez moins de 70%. Il faut au-dessus de la moyenne dans ces écoles pour être admis. Il y a des écoles qui vous diront qu'il faut une condition financière qui exige peut-être que vous n'ayez pas moins de 55 000 $ dans le compte. Il faudra qu'on vous avise aussi par rapport à ça. Il y a aussi des conditions de langue. Il faut que vous parliez anglais pour étudier aux États-Unis normalement, donc c'est clair. Donc il y a ces conditions de langue avec les propositions concrètes aussi que nous allons faire. Donc nous-mêmes déjà, nous octroyons des cours d'anglais. À part ça, les écoles octroient aussi des cours accélérés d'anglais pour qu'un étudiant soit prêt à commencer les propres programmes de cours de son programme de choix. Et bien sûr, il y a aussi l'option de prendre un test directement, immédiatement, pour être évalué. Et selon le point que vous allez obtenir, on pourra savoir si l'université va vous accepter, vous laisser commencer les cours ou non. Mais dans tous les cas, nous-mêmes, nous évaluons ça avant même d'arriver au niveau de l'université. Nous évaluons le tout et nous préparons le candidat pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles de commencer les études. Donc c'est vraiment ça le grand travail, la préparation avant même d'arriver au niveau des universités aux États-Unis pour que vous commenciez dans les meilleures conditions avec tous les atouts et tous les avantages possibles et connaître le terrain dans lequel vous êtes en train de mettre votre pied. Puisque nous y sommes, déjà vous avez énuméré quelques critères, est-ce qu'on peut connaître d'autres critères? À part, vous avez dit le moyen financier, le pourcentage, il y a d'autres critères aussi pour faciliter un étudiant, un élève qui va aller étudier aux États-Unis. Absolument. Nous essayons d'orienter les étudiants, à part ces trois critères, donc les critères académiques, financiers et critères de langue. Il y a bien sûr d'autres critères. Il faut déjà que vous soyez vacciné complètement, que vous avez votre carte de vaccin. Ça, c'est clair. Il y a des conditions médicales à remplir, il y a des conditions. Il faut que vous ayez absolument votre diplôme d'État. C'est absolument important. Et si vous êtes déjà à l'université, parce que nous pouvons aussi assister à cela, il faut avoir tous vos grades académiques qui vont être évalués par nous et aussi par les écoles avec des organisations agréées par les écoles. Il faut absolument... Nous invitons généralement les étudiants à écrire une lettre d'intention. Pourquoi vous voulez aller aux États-Unis? Pourquoi pas ailleurs? Pourquoi pas l'Inde, par exemple? Et nous savons que généralement, c'est-à-dire c'est très ouvert. Tout le monde a le droit de venir, mais il faut être capable de présenter un plan. C'est un peu généralement ce que nous exigeons de nos étudiants ou bien de ceux qui viennent chez nous. Si vous venez sans plan ou bien si vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer, ou bien de pourquoi vous êtes venu, ou bien si c'est simplement papa et maman qui vous ont emmené, vous n'êtes pas prêt. Donc généralement, nous leur demandons de passer un peu de temps avec nous, peut-être en faisant des cours d'anglais pendant 3 mois ou quelque chose comme ça pour vous enrichir et aussi avoir et connaître l'expérience des autres qui sont prêts pour que réellement vous mûrissiez et que vous ayez une idée exacte de ce que vous voulez faire. Donc c'est un peu ce que nous conseillons, mais sinon les conditions sont claires et les mêmes pour tout le monde. On veut juste des gens aguerris et prêts et réellement intentionnés en ce qui concerne les études. Un étudiant, est-ce que, c'est une question qui me vient à l'esprit, l'inscription, vous obtenez votre inscription, vous remplissez les critères, l'inscription est une condition sine qua non pour un visa. Ou l'inverse, vous pouvez obtenir de votre propre moyen le visa et on peut passer par chez vous pour une orientation académique. L'un et l'autre sont liés ou sont l'un et l'autre séparés? Ils sont liés. Effectivement, il y a une condition pour obtenir un visa d'études aux États-Unis. Ça commence par l'école. Donc, ça commence par nous, d'une certaine manière, parce que nous aidons d'une certaine manière les écoles à filtrer déjà les étudiants qui sont méritoires. C'est-à-dire, nous voulons avoir les meilleurs candidats possibles. Une fois qu'ils sont filtrés, nous pouvons obtenir leur inscription au niveau des universités. Ils vont recevoir une lettre d'admission ou un I-20, que l'on appelle I-20. Et cela sera suffisant pour constituer un dossier que vous allez emmener à l'ambassade. C'est à la suite de cela que vous allez obtenir votre visa d'études. Et c'est la ligne, en fait, pratiquement la même chose aux États-Unis et au Canada. Donc c'est ça la condition pour avoir un visa. Il faut d'abord obtenir l'inscription. Et de l'inscription, vous pourrez obtenir votre visa. Nous sommes au niveau des universités. Parlons filière ou programme d'études. J'ai lu les fascicules ici, j'ai vu des programmes, quelque part on parle gestion en communication, on parle économie, on parle sciences politiques, informatique, et vous avez dans vos objectifs, vous dites
les étudiants vont aller et reviennent travailler au pays. Quelles sont les filières conseillées et généralement les gens acceptent, qui permettent, qui sont liées aux conditions, au développement de nos pays? Parce qu'un étudiant ne peut pas aller étudier l'astronomie, par exemple. Alors, dites-nous, donnez-nous, j'ai vu, mais les filières les plus utilisées, les plus sollicitées, et qui reçoivent facilement des étudiants, et beaucoup d'étudiants pour, en fait, permettre de rentrer travailler au pays. Absolument, bonne question encore. En fait, nous, comme vous venez de le dire, nous avons pris en considération le besoin, en fait, de l'État, de notre pays. Donc, c'est dans ces domaines-là que nous avons préféré vouloir orienter les étudiants. Bien sûr que nous ne forçons personne, mais nous sommes en train d'encourager, par exemple... C'est l'orientation. C'est une orientation, voilà. C'est une orientation. Exactement. Quelqu'un qui veut faire la médecine, il a dans son idée la médecine, mais vous lui expliquez le bien fondé, les éléments, sa capacité, vous donnez d'autres filières, il peut se dire non, je ne fais plus la médecine, je prends la communication par exemple. Exactement. De plus en plus de gens en fait viennent et sont en train de chercher des domaines de sciences tels que l'informatique. Généralement, la plupart d'entre eux, on essaie de poser un peu des questions telles que pourquoi vous voulez faire l'informatique. Généralement, vous allez trouver que c'est parce que papa fait l'informatique ou tel ou tel m'a encouragé à faire l'informatique, mais ce n'est jamais par rapport à un besoin précis. Ce n'est pas parce que, par exemple, une entreprise quelconque est en train de chercher des informaticiens, mais parce que tout le monde le fait et on pense que ça paye mieux. Et ça, généralement, c'est la mauvaise façon de choisir sa carrière, c'est la mauvaise façon de choisir son orientation. Donc, nous aidons les étudiants à comprendre un peu, premièrement, leurs propres besoins, leurs propres appels, parce que chaque personne a ce besoin-là de satisfaire, en fait, une curiosité personnelle. Mais aussi un appel, en fait, un don personnel qui vous attire vers un métier quelconque. Par exemple, l'agronomie. Il y a des jeunes qui sont venus chez nous et qui nous ont dit, voilà, nous avons des fermes, papa est prêt à supporter mes études, mais moi je veux faire la communication. Ce n'est pas mauvais, mais nous vous présenterons l'option de l'agronomie parce que c'est vraiment... oui, pour la gestion de fermes. Tout à fait. Donc c'est d'abord, premièrement, un domaine en pleine expansion ici en RDC. De plus en plus de gens comprennent que l'agriculture est ce dont nous avons besoin. Et si vous avez étudié les meilleures techniques possibles, les techniques de pointe pour développer une zone rurale ou pour accélérer la production des activités économiques agricoles, c'est une option que nous vous proposerons, premièrement parce que le pays en a besoin, deuxièmement parce que c'est très lucratif, qu'on le veuille ou non. Je vous dis en passant par exemple que la Côte d'Ivoire avec son coco produit plus que par exemple le diamant ici en RDC. Ouais. Donc c'est pour dire que l'agronomie ou bien le champ ou bien le travail agricole est juste aussi important, si pas plus important que certains autres domaines qui attirent les jeunes simplement parce qu'ils ont l'impression que ça vous paye plus. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Par exemple, en ce moment-ci, il y a une grande expansion agricole qui se fait au niveau de Bandundu. Oui, donc avec les zones agricoles. Absolument. Le gouvernement a donné des moyens et c'est beaucoup de provinces commencent à... Parce que le Bandundu est sorti quand même une province exemplaire, modèle. Tout à fait. Et beaucoup d'autres provinces commencent à emboîter les pas. Et même ça, orienter beaucoup d'étudiants. Tout à fait. Nous avons l'intention de faire exactement ça et de faire réaliser combien, en fait, ça va devenir même beaucoup plus important dans les 5-10 années qui vont suivre. Il ne faut même pas, ça ce n'est que le début. C'est vrai que c'est encore faible, ce n'est pas encore au niveau aussi industrialisé que dans certains pays comme aux États-Unis, mais nous sommes en train d'approcher en fait de cette ère-là. Et ceux qui seront prêts dans ce domaine, ce sont eux qui vont régner, ce sont eux qui seront les experts sur place et qui seront en demande. Bien sûr, il y a aussi avec l'agronomie l'industrie de transformation. Tout ça, ça vient de pair. En fait, il y a beaucoup d'options dans l'agronomie que tout le monde peut explorer et exploiter et se retrouver très facilement ici à Kinshasa ou en province, ici en RDC. Et les étudiants que vous avez pu orienter, généralement, si on peut connaître le taux, quelles sont les filières qu'ils ont beaucoup plus choisies? Vous avez parlé de l'agronomie, les filières qu'ils ont choisies et ils sont allés, ils ont étudié et ça a marché. On peut avoir quelques exemples. Il y a par exemple des étudiants qui sont en train de partir pour l'architecture. Ça, c'est un exemple que nous encourageons aussi parce que il y a de plus en plus de besoins de construction ici. Il faut l'urbanisation. Il y a l'urbanisme qui devient de plus en plus important ici en RDC.
Il faut qu'on arrête avec les constructions anarchiques, il faut qu'on Anarchique, commence à planifier. Donc on a besoin des experts de pointe. Donc ça, c'est un domaine qui sera très en demande. Il y a bien sûr la géologie aussi, parce qu'il faut gérer les ressources minières. Et vous savez, ce ne sont pas des ressources qui sont éternelles. Nous avons eu à orienter certains jeunes dans ces domaines-là parce que nous pensons que c'est important. Il faut gérer les ressources non seulement minières, même les ressources naturelles, il faut bien les gérer. Donc nous sommes en train de diriger des jeunes dans des domaines qui seront vraiment en vue et vraiment dans le besoin dans les 4-5 prochaines années et qui seront d'ailleurs importants dans le développement de la RDC, surtout pour les 20 ans qui vont venir. Donc nous sommes en train de les diriger vers des choses qui seront plus pratiques pour eux, qui les emmènent à un métier plutôt que quelque chose qui va les mettre en bureau. Tout le monde veut être un administrateur quelque part, il veut faire les sciences informatiques, il veut faire la communication, il veut faire la politique, sciences politiques. Nous ne décourageons pas cela, mais nous sommes en train de donner toutes les options possibles et prendre le soin d'orienter l'étudiant par rapport aux besoins du pays et par rapport même à la misconception de l'enrichissement futur par rapport à une branche quelconque. Donc il s'agit premièrement de faire quelque chose pour laquelle vous êtes passionné et de comprendre qu'il n'y a pas un seul métier qui ne peut pas vous rendre riche. Tous les métiers peuvent vous rendre riche. Donc il s'agit de comprendre ce que vous êtes en train de faire, comment vous pouvez y arriver, comment vous pouvez rentabiliser cette information ou bien cette connaissance que vous allez acquérir au niveau des États-Unis. Donc c'est le travail que nous faisons en fait. Parlons prise en charge des étudiants. L'étudiant vous orientait, a obtenu son visa, est inscrit, il arrive aux États-Unis. Comment est-il pris en charge? En général, l'étudiant a le moyen jusqu'à présent